Merci d'être avec nous, 9h19, c'est le Grand Matin Sud Radio avec ce matin Richard Malka, bonjour. Merci d'être avec nous. Avocat à barreau de Paris, notamment l'avocat de Charlie Hebdo, on en parlera bien entendu, scénariste de bande dessinée, romancier français, spécialiste des questions de liberté d'expression, de laïcité, et ce second roman, parce que c'est le deuxième, en tout cas, Le voleur d'amour, aux éditions Grasset ce matin. Et comme je le disais, peut-être une réflexion sur l'amour et l'immortalité. Oui, Richard Malka, donc on va l'aborder en détail, ce roman fantasmagorique en quelque sorte, où on remonte un petit peu le temps, etc. Et c'est voyage. Assez sombre, c'est vrai. Mais quand même, vous trouvez le temps d'écrire ce roman. Vous avez écrit des BD. Vous êtes un avocat très mobilisé. Vous êtes un bourreau du travail, donc un forcené. D'où ça vient, ça? Non, pas vraiment. D'abord, j'ai écrit sur une longue période. Et puis, en fait, c'est une nécessité. On n'abandonne pas ses rêves. Un exutoire. D'écrire. C'est une priorité. Voilà. Après, vous faites avec vos priorités dans la vie. Ouais. Si c'est écrire, vous écrivez et puis vous trouvez le temps. Vous trouvez le temps. Oui, mais quand même, il faut se donner en fait le temps pour pouvoir faire tout ça. C'est énormément de temps un livre, et en particulier un roman, parce que chaque phrase doit être ciselée. Ouais. Donc oui, ça mobilise, mais en même temps, c'est pas du travail. C'est pas du travail. C'est un plaisir. Ouais. Mais est-ce qu'on étudie le personnage comme on étudie ses clients comme un avocat? Parce que on sait que les personnages sont très importants dans les livres. Alors pas moi, ça vient comme ça. J'ai pas de structure, j'ai pas de plan, je sais pas très bien où je vais. J'ai écrit un paragraphe après l'autre. Je structure au fur et à mesure, et puis c'est l'histoire qui me porte. Ouais. Et c'est au fil des pages que finalement le personnage se construit comme l'expérience. Il y a un moment et il a suffisamment d'épaisseur pour prendre son autonomie. Allez, on le garde. Et ça s'inverse et c'est lui qui vous emmène. Ouais. Mais cette écriture, c'est aussi un échappatoire peut-être sur tout ce que vous vivez, ce que vous ressentez à travers les longs procès, dont celui de Charlie, les affaires que vous traitez. Alors ça, c'est certain. C'est une bulle d'oxygène. C'est des vacances pour mon esprit et mon âme. Ouais. Ça, c'est certain. Ça me fait du bien. Ça me reconnecte avec mon imaginaire qui a une place importante dans ma vie. Il y a beaucoup d'interdits dans ce livre, énormément d'interdits. Est-ce qu'il y a des interdits chez l'avocat ? Bien sûr. Parce que là, c'est la porte ouverte à tout. Il y a tous les sentiments, c'est un voyage dépravations. C'est un voyage dans le temps, c'est un voyage sur les continents, et puis c'est un voyage dans l'âme humaine, à l'intérieur de nous, dans nos cœurs et dans nos esprits. Bien sûr qu'il y a des interdits. Il y a des interdits tout le temps, partout, toute la journée, pour nous tous. Et c'est le prix pour vivre en société et pour vivre en collectivité. Pour vivre dans une liberté absolue, il faut vivre seul, coupé du monde. Donc il y a un équilibre à trouver entre la liberté et la vie collective, et c'est ce qu'on éprouve chaque jour. Oui, c'est parce que mais Adrian Van Gogh est un peu plus libre que ça, mais lui il est très libre. Très libre, quoi. Donc on va pas dévoiler en fait toute l'histoire, parce que on veut que les gens en fait la découvrent en lisant en fait ce livre qui part de Venise, enfin qui est à New York, mais qui passe par Venise, qui remonte le temps 2 siècles en fait en arrière pour se retrouver en décembre en fait 2020 dans une chambre en fait de New York, quoi. C'est ça. Pourquoi ce voyage en fait dans le temps ? Parce que tant qu'à être dans le romanesque et dans l'imaginaire, effectivement, j'ai inventé un héros à la jeunesse éternelle. Il gagne son éternité d'une manière un peu particulière, mais c'est en volant de l'amour, en volant l'amour dans ses victimes, en les embrassant, une sorte de vampire, en puisant ce sentiment en eux physiologiquement. Mais c'est assez jouissif de traverser les époques, les continents. Ça permet de s'amuser à le faire traverser la Révolution française, les deux guerres, à y faire rencontrer Picasso, à le faire voyager en Afrique, à Constantinople. C'est intéressant pour le romancier. Mais ça veut dire qu'il y a un besoin. Ça permet aussi de faire partager une vision du monde. Non, mais c'est ça. À travers Adrian. À travers Adrian, vous nous emmenez et vous nous faites découvrir des lieux que vous aimez, que vous avez envie de découvrir vous-même, que vous connaissez. Que je connais en général, et puis de porter un regard sur des événements historiques, sur l'évolution du monde. La Révolution française. Mais
tout ça sous l'angle du roman. Oui. Justement, vous parlez d'immortalité, d'éternité. On parle aujourd'hui beaucoup de transhumanisme. Est-ce qu'on est dans cette lignée de dire que finalement, on n'a pas envie de s'éteindre, on a envie que ça dure le plus longtemps possible? Est-ce que vous avez peur à un moment donné du mot fin? Ah ben moi, je pense toujours que je vais être éternel. J'ai pas renoncé. De marquer l'histoire en étant éternel aussi? Ah ben je pense que oui, il y a de ça. Ouais. Ça doit faire partie de moi. Maintenant, oui, c'est un rêve de l'humanité. Et effectivement, à un moment, Adriane dit, mais en fait, la vie est plus forte que la mort. Ouais. La vie est plus forte que tout. Et effectivement, il pense qu'un jour, la vie triomphera de la mort. Et quand on voit l'évolution scientifique, on peut aujourd'hui commencer à se dire que c'est pas si impossible que ça. Que c'est pas fini tout de suite. L'immortalité. Ouais, l'immortalité. Est-ce qu'il y a aussi à travers Adriane donc des côtés très sombres, hein, forcément, parce que chacun a une part plutôt d'ombre et sombre de lui-même. Ce que vous avez découvert à travers peut-être aussi la justice? Non, c'est en chacun de nous. Alors là, il n'y a pas besoin d'expérience judiciaire. Non, c'est vrai. Ça, c'est une expérience d'introspection et de regard des autres. Ce que porte Adriane en lui de manière totalement décuplée et bien plus importante que chez chacun de nous, mais c'est quand même ce qu'il y a dans chacun de nous. Oui. La culpabilité, la violence, la rage, la lassitude, la difficulté à conjuguer l'amour et la liberté, à vivre l'amour, à donner de l'amour, à recevoir de l'amour, chère Cécile. Oui, absolument. C'est un message, je le prends, Richard. Adriane vit tout cela, simplement de manière exagérée par rapport aux humains que nous sommes. Mais c'est une réflexion sur tous ces thèmes-là aussi, là encore sous forme romanesque et imaginaire. Alors il y a une enfance difficile, hein, ce personnage. Il y a un moment donné, vous dites le bonheur n'enfante pas la folie nécessaire au dépassement. Elle n'est pas de vous, hein, cette phrase. Est-ce que on entend souvent dire aujourd'hui que les prévenus, on revient toujours sur effectivement une enfance difficile et on justifie certains actes en disant oui, mais vous vous rendez compte, il a été malheureux. Est-ce que ça peut comprendre? Est-ce que c'est une façon de nous faire comprendre? Justifie. C'est le mot justifier qui pose problème. Ça justifie pas, mais ça explique. Et donc on peut pas en faire l'économie. Et évidemment, quand on regarde l'acte d'un coupable, il faut essayer de comprendre d'où ça vient aussi. Sinon, on passe à côté des choses. Parce que finalement, les premiers moments de la vie impactent la vie d'après. Effectivement, moi je pense que tout se joue les premières années. Les toutes premières années. 80% de ce que vous êtes en découle. Je suis assez déterministe. Après, il y a un libre arbitre et donc ça ne justifie pas, mais ça explique. Ce que vous êtes aujourd'hui, vous, Richard Malka, défenseur de la liberté d'expression, avocat aussi, c'est ce que vous êtes construit pendant votre enfance avec vos parents? Probablement, mais je sais votre pas enfance alors, en quelques mots, vous étiez. Non, mais je sais pas pourquoi, j'ai pas conscience du pourquoi des choses. Non, mais probablement, non. Oui, probablement, oui. Je suis famille modeste, famille très modeste, mais heureuse. Voilà, on était. J'avais 2 grands frères, famille qui vient d'ailleurs, donc qui a pas les codes culturels du pays, mais qui a vécu au centre de Paris, hein, c'est ça? Oui, dans le 11e arrondissement, un arrondissement populaire. Mais on manquait de rien. Et surtout pas d'amour et de valeurs. Et la transmission des valeurs, c'est important. C'est quoi les valeurs alors? Quelles sont les valeurs pour vous, en fait, les valeurs essentielles et fondamentales, Richard Malka? On vous a transmis, alors vos parents peut-être, sans doute. C'est un mélange un peu bizarre parce que je ne fais qu'écrire et revendiquer une sorte de résistance à la morale ambiante, mais en réalité je suis profondément moral. Enfin il y a quelque chose qui me structure, mais j'essaie de ne pas l'imposer aux autres. C'est ça. Mais on a tous une morale et chez moi elle est forte. Je ne sais pas ce qu'ils m'ont transmis. En tout cas, ils m'ont transmis, je pense, un regard assez bienveillant sur le monde et empathique. Et c'est ce que je fais dans mon métier d'avocat et en écrivant, parce qu'en fait, c'est
on va à l'intérieur de soi, on va à l'intérieur des autres, et puis après on veut le faire partager. Et la culture de l'effort, justement, qui permet aussi de gravir les échelons, l'ascenseur social en quelque sorte, ça, non? Ça c'est oui, bien sûr, mais il y avait une telle attente chez des parents dans toute la vie tournée autour de leurs enfants et qui sacrifiaient absolument tout pour leurs enfants que vous pouvez pas la décevoir. Donc il faut prendre cet ascenseur qui malheureusement ne fonctionne plus aussi bien aujourd'hui qu'à l'époque. Oui. Pourquoi? Parce que la société est déstructurée, parce qu'on n'apprend plus justement. Sont multiples, mais en fait, on n'arrive à rien sans effort. Sans détermination, sans volonté et sans travail. Vous le savez, vous n'êtes pas arrivé là sans faire beaucoup de sacrifices, sans travailler énormément, sans vous réveiller à 3h du matin. Bon, non mais voilà, on n'arrive à rien dans la vie. Cette culture-là, je sais pas, on a oublié de le dire parfois, quoi. On n'arrive à rien. Et du coup, on réalise rien. Donc en fait, il faut avoir faim pour réussir. Il faut avoir faim. Et s'en donner un peu aussi les moyens. On poursuit dans un instant avec vous, Richard Malka, Le voleur d'amour. C'est aux éditions Grasset. Formidable roman. Et pas aussi sombre qu'on veut bien le dire quand même. Il y a des moments où moi j'ai bien aimé cette traversée en fait à travers les époques justement aussi, quoi. Allez, on en parle dans un instant et vous nous appelez 0826 300 300. Ce matin pour ce livre Le voleur d'amour, un roman magnifique aux éditions Grasset. On parle d'humanité, on parle d'amour. Une question, est-ce que beaucoup de gens se revendiquent de pouvoir savoir donner de l'amour ou pouvoir en donner, et pourtant on voit qu'il y a des monstres qui disent aimer leurs femmes, leurs enfants. Est-ce qu'on peut juguler justement ces deux sentiments, le fait d'être un sale type ou une... Ah oui, alors c'est effectivement une des... constatation du héros à travers ses pérégrinations, parce que il va jusqu'à puiser de l'amour dans un nazi au cours de la Seconde Guerre mondiale, et puis il fait cette constatation qu'en fait c'est parce qu'il en perçoit les saveurs, que cet amour-là, ce sentiment chez ce monstre qu'est ce nazi a exactement la même saveur que chez d'autres personnes. Et effectivement, les nazis aimaient leurs femmes, aimaient leurs enfants, étaient des bons maris éventuellement, de bons pères de famille. Donc c'est pas une protection. Ni la culture, ni l'érudition, ni l'intelligence, ni l'amour ne sont des protections à la violence, à la rage et à la barbarie que vous pouvez avoir au fond de vous. Et il vaut mieux la regarder, cette face obscure, ce que fait Adrian. Et c'est pour ça qu'on ne le déteste pas tout monstre qu'il est, et qu'on s'attache à lui et qu'il est émouvant. Et c'est ça qui est terrible. Et c'est ça qui est terrible, parce qu'il se sait monstre, mais il aspire à l'humanité. Et donc on se reconnaît aussi en lui, parce qu'on a tous ça en nous. Le tout, c'est de ne pas nier sa part d'obscurité, parce qu'elle ressurgit toujours de la pire des manières. Mais est-ce que ça veut dire qu'en chacun de nous, quoi qu'on fasse, il faut toujours aller chercher la part d'humanité de l'autre, quel qu'il soit, quelle que soit la personne, comme un avocat avec son client, par exemple? Bien sûr, c'est ce qu'on fait, et c'est ce qu'on voit peut-être un peu plus que les autres chez les monstres que nous côtoyons, nous avocats. Il y a toujours une part d'humanité, un regard, un geste, une tristesse. Ça reste des êtres humains. Et donc on a envie de cultiver, d'arroser cette part d'humanité, de la défendre. Là encore, c'est pas justifié, mais c'est essayer de ramener à l'humanité, y compris les monstres. Et d'écouter en fait les autres, quoi. À propos d'écouter, c'est un miroir de nous-mêmes. Oui, c'est ça, d'entendre en fait et d'écouter les autres. Comme vous le disiez tout à l'heure, c'est pas forcément des faits dans une enfance ou ailleurs qui vont justifier, mais qui vont permettre quand même de mieux comprendre. Dans le fait de s'entendre, s'écouter aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression que, on revient à l'un de vos thèmes favoris, la liberté d'expression, qu'elle est vraiment de plus en plus réduite et qu'on ne s'écoute plus véritablement les uns les autres? Alors, on s'écoute, mais pour se hurler dessus, au travers des réseaux sociaux, pour s'invectiver, pour se lyncher, pour se vouer aux gémonies, pour s'exclure. Et c'est problématique. Le café du commerce nous manque.
Pardon ? Le café du commerce. Le vrai café du commerce, mais où on lâche. Ouais, on lâchait un peu la bride. Oui, c'est la censure, et y compris l'autocensure, ne mène jamais à de très bons résultats à terme. C'est parce qu'on se lâche trop d'un côté que la liberté d'expression va être réduite de l'autre à terme, ou il y a des sujets qui vont devenir tabous qu'on ne pourra plus aborder. Il y a de plus en plus de sujets. Moi, je suis très inquiet de la situation aux États-Unis, où, alors là, c'est quand même le pays dont l'ADN est la liberté d'expression et qui connaît aujourd'hui une régression qu'on n'a jamais vue depuis le macartisme, dans la littérature, dans les arts, dans les livres. On a peur. La peur s'est installée aux États-Unis. Et là, vous vous êtes auto-censuré, là ? Mais on ne peut pas s'empêcher. Alors, moi, je vais loin dans ce roman-là, sur la sensualité d'Adriane, sur ses débauches, sur ses réflexions sur l'amour. J'interroge des tabous. Donc, évidemment, il y a quelques pages où je me suis posé des questions, où je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas me tomber dessus ? Cette réflexion-là, même moi, je l'ai en tête. Et quand on est humoriste, alors là, je ne sais plus comment on fait pour faire son boulot aujourd'hui. Non, mais même journaliste, en fait, demain, je suis absolument certain que pour préparer vos émissions, bien sûr, vous avez en tête, vous aussi, parfois, des... Qu'est-ce qu'on va dire ? Oui, bien sûr. Et même si derrière ce slogan que l'on veut en fait garder ici, parlons vrai à Sud Radio, c'est difficile parfois parce qu'on se dit, on veut donner toutes les opinions, mais c'est quand même extrêmement complexe de les faire entendre immédiatement, de les faire comprendre en fait toutes ces opinions. Il faut accepter d'être un peu choqué. Il faut accepter d'être offensé. C'est ça le débat, la contradiction, la démocratie, l'altérité. On nous appelle au 0826 300 300. Exactement, avec Gérald qui nous appelle d'Auxerre. Bonjour Gérald. Bonjour Cécile, bonjour Patrick et bonjour Maître. J'adorerais qu'on m'appelle comme ça. Allez-y, on vous écoute Gérald. Maître Cécile. Maîtresse, Cécile. Vous, ce serait maîtresse. Oui, c'est vrai que c'est pas le même ton. Allez, on vous écoute. Oui, Gérald. Oui. Alors la liberté d'expression, bien évidemment, c'est très intéressant ce que j'ai entendu. C'est une indépendance de la pensée, mais ça dépend de la manière dont on va l'exprimer. Ça peut être en parole, ça peut être sur un bouquin. Et je crois qu'en chaque individu, il se cache un Dr Jekyll ou un Mr Hyde. Il y a effectivement beaucoup de... C'est très compliqué, je dirais, de pouvoir être libre de tout dire. Parce qu'à un moment donné, on sera stoppé. Parce que, comme vous le disiez à l'instant, on ne veut pas toujours entendre les choses. On ne veut surtout pas que ça gêne. Et on veut que cette société, tout doucement, avance, mais vraiment un tout petit pas. L'être humain, quand il commencera vraiment à réfléchir, surtout aux conséquences que ça pourrait déclencher quand on veut effectivement donner vraiment une grande liberté à l'expression, je crois qu'il faut savoir aussi se mesurer. C'est ce que fait Maître Malka. Parfois, il faut effectivement mesurer les choses, mais ça ne plaît pas toujours. Ça, c'est clair. Maintenant, pour moi, la liberté d'expression, on doit l'avoir. C'est pour moi une obligation. Et c'est même une assurance vie, parce que ça permet, je dirais, de pouvoir se dire que j'existe. Attention, je ne vous fais pas un cours de poésie ni de... Non, mais bien sûr que non. Ça veut dire que j'existe, et si j'existe, je peux peut-être améliorer les choses, avancer sur le bon chemin. Voilà, moi je considère comme ça. Faire évoluer le débat. Voilà. Oui, c'est vrai. Restez avec nous, Gérald. Richard Malka. Oui, alors ça peut choquer évidemment la liberté d'expression et tout. Est-ce que après, aujourd'hui, on met peut-être trop en évidence ou pas, d'ailleurs, mais le respect aussi de l'autre. Dans ce que l'on va dire, c'est jusqu'où on peut aller, qu'est-ce que l'on peut dire. C'est ce que vous avez abordé dans vos plaidoiries bien souvent, y compris en fait autour de Charlie Hebdo, mais dans d'autres dossiers que vous avez défendus. Comment fixer en fait ? Est-ce qu'il faut fixer une limite ? Il y a des limites. Les limites, elles sont posées par le droit et personne ne les remet. Enfin, on peut d'ailleurs les remettre en cause, mais en tout cas, elles sont ce qu'elles sont et il faut faire avec. Mais sur cette problématique du respect qui est au centre des difficultés actuelles, je l'ai dit déjà à nombreuses reprises et je le redis, la frontière, c'est simple. On respecte les personnes, on n'insulte pas les personnes, on ne diffame pas les personnes, on ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence, on n'est pas raciste ou antisémite, mais on ne respecte pas les idées et les croyances. Ça ne se respecte pas, ça se débat. L'offense, c'est à l'égard des personnes, pas des croyances.
on peut tout dire sur les idées, dans le domaine des idées. Je n'ai pas le droit de dire un tel est quelqu'un de méchant, de voleur, de toxique, parce qu'il est de telle religion, mais j'ai le droit de dire ce que je veux sur la religion. Oui, mais alors... C'est aussi simple que ça. Vous l'avez vu, mais vous parliez des humoristes tout à l'heure. Quand on parle aussi des dessinateurs, il y a eu l'affaire Gors au Monde. Donc eux-mêmes, en maniant en fait le crayon, ils vont devoir se poser en fait un certain nombre de questions et ne plus se donner des limites en fait. C'est la fin de la caricature. C'est la fin de la caricature, oui. C'est la fin de la caricature. Si vous devez commencer à penser votre dessin pour qu'il ne gêne personne, ça va pas être très drôle. On va se faire chier quand même. Et là, on n'en est pas loin, quoi. C'est ça. La pression est forte et effectivement, l'épisode Gors, parce que là, on comprenait même pas trop où était le problème. Donc, on va loin. C'était pas Charlie Hebdo. D'ailleurs, personne ne demande au Monde de faire du Charlie Hebdo. C'est évidemment pas leur ligne éditoriale, mais là, il y avait un dessin qui interrogeait, qui n'était pas outrageant ni offensant. Mais si un dessin n'interroge plus, ça sert à quoi ? Ça sert à ça, le dessin. Oui, bien sûr, bien sûr. Gérald, peut-être encore un commentaire, une réaction ? La réaction, je crois que Maître a tout dit. Et c'est vrai que quand on dit vraiment des choses, il faut se méfier, parce qu'on peut toujours avoir un retour de bâton. Et je veux dire que, pour moi, la liberté d'expression, c'est respecter les uns et les autres. Or, il arrive parfois que se méprennent sur certaines paroles, sur certains écrits, etc. Et ça, c'est vrai que c'est compliqué dans une société qui va très vite, et qui, par les réseaux sociaux, peut insulter, se menacer de mort, faire des tas de choses qui sont hallucinantes. Et c'est vrai que, pour moi, la liberté d'expression, elle est un petit peu en difficulté. Voilà. Mais Gérald a raison, parce que finalement, quand on lit ce qui se passe sur les réseaux sociaux qu'on a envie de réguler, tout le monde a envie de les réguler, finalement, on peut dire tout et n'importe quoi. On peut effectivement, il a raison, menacer de mort, insulter, balancer des noms, être un tribunal. Et finalement, c'est peut-être le seul endroit où cette liberté d'expression est tellement large. Oui, la situation est très paradoxale parce qu'effectivement, vous avez d'un côté les voix qu'on pourrait appeler les voix officielles, qui ont de plus en plus peur. Et puis, il y a les voix anonymes sur les réseaux sociaux où alors là, tout est possible, les menaces de mort, la haine, la violence, parce que ces réseaux ne sont pas régulés. Moi, ça fait des années que je réclame qu'il y ait des représentants légaux des GAFA en France pour que la loi républicaine puisse s'appliquer à eux comme à n'importe quel média. Lever de l'anonymat, par égalitaire. L'anonymat, c'est plus compliqué. Oui, bien sûr, il y a une réflexion à mener sur l'anonymat, mais vous pouvez aussi, précisément parce que vous avez peur que vos idées choquent, vouloir, sans insulter personne et sans injurier personne, publier une opinion anonyme. Donc il y a une part des choses à faire, mais en tout cas que ces réseaux soient accessibles à la loi parce qu'il y aurait des représentants légaux en France et qu'ils ne seraient pas tous basés aux États-Unis, en Irlande ou je ne sais où, ça me paraît être, si on ne fait pas ça, on ne fait rien. Allez, nous poursuivons avec vous Richard Malka jusqu'à 10h. Le voleur d'amour, c'est aux éditions Grasset. À lire en fait, Gérald, donc ce livre, ce roman qui nous fait voyager, mais qui raconte aussi la débauche, les crimes, etc. Une vue fantasmagorique, c'est ce que je le disais aussi, de la vie, en quelque sorte, quoi. Voleur d'amour, mais une question, que je vous poserai, est-ce qu'on peut aimer en fait deux fois parce qu'il est amoureux d'une seule et même personne, en fait, on peut ne jamais aimer, on peut aimer deux fois, alors il y a ce que j'appelle l'amour quantique, c'est-à-dire qu'on peut aimer et ne pas aimer exactement en même temps. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire connaître deux états parallèles. Ça c'est plutôt bête quand même. Quand ça arrive. Mais c'est compliqué, c'est mystérieux. C'est compliqué, c'est aussi la vie. Le plus mystérieux qui soit, parce qu'on ne contrôle pas. Allez, on poursuit.
Et ce matin, c'est pas Mardi Gras, c'est Mardi Grasset. Moi, je vous le dis. Voilà. Voleur d'amour. Ah bon? C'est beau ou pas? Vous voulez que je vous donne une pièce pour cette bulle? Pas une pièce, un chèque. Pour votre punition, vous nous ferez des crêpes. Parce que dans certaines régions, on fait des crêpes pour le Mardi Gras. Je sais que ce n'est pas le cas partout, mais bon, ça arrive aussi, quoi. Allez, on se retrouve dans un instant. À tout de suite. 9h49, vous voulez nous appeler 0826 300 300. On serait ravis de vous parler. Richard Malka aussi, pour ce livre. C'est le romancier qui vient aujourd'hui, Le voleur d'amour aux éditions Grasset. Oui, pourquoi le métier d'avocat, Richard Malka, finalement? Alors, franchement, c'est un hasard. Oui. Vraiment. J'ai suivi un peu le mouvement. Approchez-vous des micros. Oui, oui. J'ai suivi le mouvement. J'ai jamais vraiment voulu être avocat. J'ai voulu être journaliste, prof de droit. Écrivain, peut-être. Oui, écrivain, scientifique, mais avocat, non, jamais. J'ai vraiment suivi le mouvement et je dois avoir une bonne étoile parce que je pense que c'est le métier qui me convient, enfin, il y en a pas un qui m'aurait mieux convenu au monde. Oui, c'est ça. Mais quand même, vous êtes spécialisé. Hein. On parlait de la liberté d'expression, c'est ça. Là, tout à l'heure, vous êtes resté dans cet univers, c'est-à-dire que vous n'êtes pas allé dans des avocats, dans des affaires de crimes classiques, etc. Oui, je suis resté connecté à ma. Pourquoi Parce que les autres. Parce qu'on est dans le débat de société tout le temps au travers de ces affaires de presse et que ça m'intéresse. Il y a une volonté d'agir sur le réel. Il y a un positionnement politique. Je fais de la politique en fait au travers de mes affaires. Donc ça m'intéresse. Et puis défendre des hommes, c'était trop dur. Là, je l'ai fait pendant une dizaine d'années. Au pénal, dans des affaires de droit de la famille, de droit du travail, et j'aimais ça. Mais il y a un moment, c'est devenu trop dur, et je me suis dit qu'en défendant des causes, plutôt que des hommes qui risquaient des peines de prison et des drames, je me protégerais davantage. Mais trop la dur vie pour a qui? montré que ça n'a pas vraiment été le cas. Non, trop difficile pour vous? Ouais, pour moi, Ah, quoi, subir, c'est-à-dire que c'était trop d'émotions, Oui, j'avais pas la bonne distance, j'avais pas le cuir assez épais. Donc effectivement, ça m'impacte. Attendez, il est devenu épais quand même ce cuir, à travers toutes les affaires que vous avez pu traiter, et notamment Charlie, bien sûr, mais il y en a eu d'autres. Oui, la vie l'a un peu épaissi ce cuir. Oui. Maintenant, le sentiment de voir quelqu'un partir en prison quand vous estimez que c'est pas la bonne mesure, ou qu'il est innocent, ou que c'est injustifié pour une raison ou pour un autre, c'est insupportable. Vous avez évoqué la politique là d'un mot. Vous dites que c'est finalement le métier d'avocat, et à travers votre fonction, vous en faites un peu de la politique. Aujourd'hui, vous êtes un homme de gauche plutôt à la base. Vous êtes toujours un homme de gauche ou pas, Richard Malka? Alors franchement, ça devient compliqué de répondre à cette question parce que je sais plus ce qu'est la gauche. Je suis un homme de gauche parce que ma pensée dominante est une pensée libertaire, mais elle s'incarne où? Chez qui? Je sais plus très bien. Traditionnellement, j'étais plutôt, je votais PS, mais là, c'est compliqué. Personne n'incarne cette pensée. C'est quoi? C'est une pensée républicaine, quoi. Cette pensée universaliste, laïque, libertaire. Voilà. Je me retrouve plus nulle part. Est-ce que c'est important finalement d'avoir des droites, des gauches, des PS, des LR, est-ce que finalement on les sent pas cases et les appellations, non, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et on sent qu'aujourd'hui, de toute façon, ça n'intéresse plus vraiment personne. Ça n'intéresse plus personne. Mais je me demande pourquoi à gauche, quand même, il n'y a pas quelqu'un, il n'y a pas un mouvement qui se dit qu'il y a un gisement énorme d'électeurs, qu'il suffirait de se baisser pour séduire sur cet universalisme, sur cette idée libertaire, sur cette idée laïque. Personne n'incarne plus ça. Mais est-ce que ça veut dire que... C'est incroyable. Est-ce que ça veut dire aujourd'hui que même en matière d'incarnation, c'est-à-dire qu'on ne vous demande pas qui, mais il n'y a personne qui vous donne envie justement de suivre en politique aujourd'hui? Bah si, il y a des personnalités... qui émergent oui, et qui sont très estimables, mais des personnalités qui enthousiasment, qui enchantent.
qui crée un rêve, même s'il faut faire attention au rêve, enfin qui crée quelque chose, un espoir, engouement, qui fait effectivement un engouement. Ça manque. C'est tout l'inverse. On a l'impression qu'aujourd'hui, alors qu'il faudrait enchanter la société, on ne voit que des images négatives qui défilent devant nous. Et ça, c'est dépressif pour une société. Il faut un espoir. En particulier pour les jeunes générations, parce que sinon elles se tournent vers c'est ce qui explique l'intégrisme. Oui, c'est ce qui explique ça. Oui, parce qu'on a besoin de transcendance. Et en particulier quand on est jeune, on a besoin de croire à quelque chose qui est plus grand que soi. Et d'exemples. Oui, parce que sinon, à quoi bon? Et ça, nos sociétés ne le fournissent plus. Et c'est dangereux, parce que la nature a horreur du vide. Est-ce que vous pourriez, vous engager dans un mandat, aller plus loin? Non, parce que j'ai une réticence face au collectif, et parce que pour garder ma parole libre, le seul moyen, en fait, c'est de rester seul. Et de n'engager que soi. C'est ça. Et voilà, donc c'est pas mon truc, le collectif, et j'ai beaucoup de respect pour ceux qui le font. Moi, j'en suis pas capable. Mais d'ailleurs, c'est l'une des difficultés, pour dire un dernier mot de politique, c'est que aujourd'hui, beaucoup de gens ne vont plus vers la politique parce qu'ils se disent que finalement, ils n'y arriveront pas, ça ne servira pas à grand chose, qu'on est très vite raillé. Quand on fait de la politique, on peut être éliminé du jeu. On l'a vu en fait assez vite. Il faut être courageux. À quoi bon? Oui, c'est ça. Non, mais il faut être courageux, quoi. Ah, c'est sûr, parce que vous avez raison. Personne n'a envie de vivre sous un éclairage qui vous rend transparent 24 heures sur 24 tous les jours de l'année. C'est insupportable. Personne n'a envie de vivre sous des attaques incessantes et violentes. Enfin, pas moi en tout cas. Le prix à payer est cher aujourd'hui. Alors bon, voilà, ils ont d'autres avantages. On va pas non plus les plaindre. Non, bien sûr. C'est vrai que ça pose un problème sur qui va vouloir faire de la politique demain. Il ne faudrait pas que l'élite, que les meilleurs se détournent en se disant je vais gagner 5 fois plus ailleurs, et puis je serai pas sous le feu des projecteurs, et puis on va pas me disséquer en permanence, et puis en fait j'aurai plus de pouvoir ailleurs, parce que les centres de pouvoir se sont dispersés. Faut être courageux. Voilà, faut être courageux, ça c'est sûr. Et puis il faut apprendre à se moquer de ce qu'on dit de vous sur les réseaux sociaux. Voilà, ça c'est difficile de garder en fait cette distance. Faut pas les regarder. C'est le seul moyen. Bon, en attendant, on vous invite à lire ce roman, Le voleur d'amour, donc Richard Malka, aux éditions Grasset, qui est, je le rappelle, est un voyage évidemment dans le temps, bien sûr, et puis qui fait appel à l'imagination, beaucoup. Je le disais, fantasmagorique. C'est exactement ça. C'est gothique. Complètement. C'est gothique. C'est un roman gothique. C'est vrai. Mais en tout cas, on parle d'amour et d'espoir. Voilà, c'est ça. Et ça, moi, je l'ai retenu. Ça, c'est mon côté fleur bleue. Qu'est-ce que je vous dise. Voilà. En tout cas, ça s'appelle Le voleur d'amour aux éditions Grasset. Merci beaucoup, Richard Malka, d'avoir été